Bonsoir. Il y a 2 mois, j'ai publié « J'emporterai le feu », le dernier tome d'une trilogie consacrée à mon pays, le Maroc, et à une famille dont les membres traversent les péripéties de la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi s'est achevé un cycle d'écriture auquel j'ai consacré plus de 6 ans de ma vie. Au terme de toutes ces années, j'ai bien sûr ressenti une forme de soulagement. J'avais le sentiment du devoir accompli. Et pour la première fois, je n'étais pas angoissée par le prochain tome à paraître, les recherches à faire, la musique du prochain livre à trouver. Je pouvais enfin me laisser un peu de temps avant de gravir à nouveau la montagne. Mais je ne pouvais pas empêcher en même temps la mélancolie de m'envahir. Au fond, j'avais vécu pendant 6 ans dans un monde à moi, au milieu de personnages que j'aimais, et dans cette extraordinaire coïncidence avec moi-même qu'on peut trouver dans l'écriture. Dehors, le monde changeait, j'entendais souffler les vents mauvais et résonner les bruits de la guerre, mais dans le calme de mon bureau, je me sentais en sécurité. Dans les conférences ou les rencontres en librairie, on est souvent amené à parler de la façon dont on écrit. Les gens sont curieux de savoir si nous avons des rituels, lever à l'aube, litres de café ou addiction à la cigarette. Écrit-on plutôt le matin ou la nuit? Où trouve-t-on l'inspiration? Comment lutte-t-on contre l'angoisse de la page blanche? Comment être sûr que nous sommes faits pour ça? Mais on parle beaucoup plus rarement de tout ce qui se passe après, une fois qu'on a donné le manuscrit, qu'on s'est fait violence pour apposer le point final et accepter avec un pincement au cœur qu'il n'y a plus rien à faire, rien à ajouter. J'ai toujours une drôle de sensation quand je termine un roman. Le livre est là, sous mes yeux. Je le regarde et il me paraît terriblement étrange. Avec précaution, je l'ouvre, je relis 2 ou 3 phrases ici ou là, et il arrive que je me demande « Mais qui a écrit ça ?» Une fois le livre imprimé, fabriqué, je ne peux m'empêcher de m'interroger « Mais comment ai-je fait pour l'écrire ? Quand cela a-t-il eu lieu ? Et puis cette scène, d'où m'est venue cette idée ? J'essaie de plonger dans ma mémoire, de faire ressurgir les instants précis où telle scène a été imaginée, construite, écrite, mais je ne parviens qu'à restituer des images floues. Un rêve où un personnage est venu me parler. Une fin d'après-midi où j'ai levé les yeux et me suis rendu compte que la nuit était tombée, sans que j'aie vu passer les heures du jour. Une promenade où une idée m'est venue et où je me suis mise à courir comme une folle dans la rue pour rejoindre mon bureau au plus vite et la noter dans un carnet avant qu'elle ne m'échappe. Mais tout le reste s'est évaporé. Je me dis souvent qu'il en est de la douleur de l'écriture comme de celle de l'accouchement. Une légende laisse entendre que si les femmes oublient les douleurs de l'enfantement, c'est pour qu'elles puissent avoir ensuite d'autres enfants. Peut-être que c'est aussi pour ça que nous oublions ce qu'un roman nous a coûté, pour en écrire d'autres. Pendant des mois, nous sommes plongés dans une totale solitude, une solitude à vous rendre fou. Et on consent à notre propre folie. Je passe entre 7 et 10 heures par jour en face d'une feuille de papier. 7 jours par semaine. Les dimanches et les jours fériés n'existent pas. Et chaque heure de repos est une heure où on se sent coupable. Terminer son livre n'est qu'un soulagement passager. En démarrer un nouveau est souvent un cauchemar. Un médecin qui arrive le matin dans son cabinet ne doit pas réinventer la médecine, alors que l'écrivain, lui, ne sait jamais quoi faire. Il commence dans le noir, sans aucune technique ou savoir qui pourrait le soutenir jusqu'au bout. Mes livres précédents ne me servent à rien. Tout est à inventer, encore et encore. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est ce qui constitue à la fois la beauté et l'immense difficulté de la littérature. Elle échappe à toute détermination essentielle, à toute affirmation qui pourrait la stabiliser ou la réaliser une fois pour toutes. La littérature n'est jamais déjà là. Elle est toujours à retrouver, à réinventer. Je vais être totalement sincère avec vous. Si c'était à refaire, dans une autre vie, je ne suis pas sûre que je voudrais à nouveau être écrivain.
Il m'est très souvent arrivé que les gens s'étonnent que je sois l'auteur de mes romans. Quand j'ai publié mes 2 premiers romans, les lecteurs me disaient « Mais comment une jeune femme comme vous, une jeune femme si douce et si souriante, peut-elle écrire des choses aussi horribles ?» Ils s'étonnaient que j'ai pu inventer Adèle, le personnage dans Le Jardin de l'Ogre, qui souffre d'addiction sexuelle et s'inflige de terribles souffrances physiques et morales. Certains étaient choqués qu'une jeune mère comme moi ait pu imaginer le meurtre de 2 enfants par leur nounou dans mon roman Chanson douce. Et quand j'ai publié le premier tome de ma trilogie, Le pays des autres, c'est ma mère qui m'a dit « Mais quel sang coule dans tes veines pour que tu saches des choses que je ne t'ai jamais dites ?» Je ne sais pas quoi leur répondre. C'est comme si l'écriture de ces romans avait eu lieu dans un espace-temps parallèle où vivait une autre part de moi, que j'avais vécu dans une sorte de transe qui m'aurait arraché à mon existence quotidienne. Proust disait que c'est un autre moi qui écrit, et je serais bien mal avisée de le contredire. Pour écrire, il faut pouvoir se plonger dans un temps sans temps et écouter ce qui se passe en soi. Un temps où la peur et les inhibitions auraient disparu. Et c'est sans doute pour ça que j'ai choisi cette vie. Toujours, depuis l'enfance, je me suis demandé, mais que sommes-nous quand les autres ne nous voient pas ? Qui sommes-nous vraiment, une fois débarrassés de nos masques, de nos armures ? Bien souvent, nous avons le sentiment que notre vie n'est pas la nôtre, qu'elle appartient à d'autres ou qu'elle est définie par eux. Mais quand j'écris, quand je ferme la porte de mon bureau, il me semble que je peux enfin accéder à une part souterraine de moi. Je résiste. Je ne suis plus sujette aux injonctions, moi qui ai toujours eu le sentiment de vivre dans le pays des autres, d'être définie par eux. Trop marocaine en France, trop française au Maroc, femme dans un monde d'hommes, jamais à ma place. C'est comme si j'écrivais pour tenter de savoir ce qui se cache à l'intérieur de moi. Cette Leïla qui écrit, je ne la connais pas. Je découvre que j'abrite déjà l'autre en moi. Oui, j'ai l'habitude de l'obscurité, de ne pas savoir où je vais. J'ai accepté que dans l'écriture, il faille se lancer dans le vide, sans savoir où on va arriver. Marguerite Duras disait « On écrit pour savoir ce qu'on écrirait si on écrivait ». Il y a toujours, dans l'écriture, une part de surprise, d'inattendu, comme si quelqu'un nous tirait par la main dans les sentiers d'une forêt si touffue qu'on ne voit même plus d'où on est venu. L'écriture est un travail de patience. On ne sait jamais ce que réserve la prochaine journée de travail. Le vide des jours improductifs succède à des journées de transe où vos personnages vivent. Il faut des mois pour monter cet échafaudage fragile et complexe qu'est un roman. Des mois pendant lesquels je marche à tâtons, et où l'échafaudage menace à tout instant de s'écrouler. Il m'arrive souvent de rencontrer des lecteurs qui s'adressent à moi comme si j'étais une sorte de marionnettiste, tout-puissant, qui contrôlerait ces personnages comme on contrôlerait de petites créatures en bois, ou comme si j'étais un architecte qui, selon un plan très précis, doté de compétences techniques irréfutables, empilerait les briques et dirigerait l'écriture d'un livre comme on dirige des travaux. Lorsque c'est le cas, je suis bien obligée de les contredire. Non. Écrire, c'est plutôt comme conduire la nuit à la lumière des phares. On ne voit qu'aussi loin qu'éclairent les phares, mais on sait qu'on peut rouler des kilomètres comme ça. Et au fond, c'est ça qui est beau. C'est un voyage sans destination, ou plutôt une destination si lointaine qu'on la sait impossible à atteindre. Un lieu qui se situerait derrière le miroir, ou over the rainbow. On apprivoise la frustration, on fait l'expérience continue de l'échec, puisqu'on n'écrit jamais le livre que l'on voudrait. Alors on reprend la route, de nuit, route de montagne qui flirte avec le vide, et où nous sommes sans cesse en prise avec le vertige. Un de mes amis m'a dit récemment qu'il enviait les écrivains comme Simenon ou Balzac, capables de boucler un roman en 15 jours, et qui rit de ceux qui font état de leur souffrance. Mais je ne suis pas sûre d'être d'accord avec lui. Est-ce que je serais plus heureuse si c'était facile ? Est-ce que j'aurais autant besoin de continuer ? Parfois,
Je ne sais plus si j'écris pour arriver à quelque chose ou pour tenter de comprendre pourquoi je n'y arriverai jamais. Souvent aussi, on s'adresse à moi comme si j'avais des réponses à fournir sur l'état du monde, sur notre avenir, sur les problèmes qu'affrontent nos sociétés. Mais là encore, je me vois bien obligée de les décevoir, car le romancier n'est pas un sachant ou un intellectuel dont le but serait de dérouler une théorie, d'imposer une certaine vision du monde. On demande trop souvent aux écrivains de se faire sociologues, politologues, voyants. Mais je ne suis pas certaine qu'écrire permette d'accéder à une meilleure compréhension du monde. À cet égard, je me sens beaucoup plus proche d'un Faulkner. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit, en plein milieu d'un bois. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Je ne crois pas qu'un romancier doive chercher à avoir raison. Avoir raison, c'est couper court. D'ailleurs, les enfants le savent mieux que nous. La meilleure manière de mettre fin à une dispute et de faire enrager les parents est d'affirmer « tu as raison ». Les gens qui ont raison ne font pas de bons héros de romans, parce qu'ils n'ont rien à dire, rien à raconter, qu'avec eux la conversation s'arrête net. Non, la littérature est du côté de ceux qui doutent, qui ont tort. Elle est un art de la perplexité, de la précarité, de la confusion. Et si un écrivain a pour mission d'être sincère, de penser par lui-même, il doit accepter de vivre dans une instabilité constante qui le pousse à questionner encore et encore, à ne pas s'habituer, à observer chaque chose comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Pour voir une île, il faut sortir de l'île. Et pour écrire, il faut pouvoir sortir de soi, se mettre à la place de l'autre. Vous avez raison d'exiger que l'auteur prenne conscience de ce qu'il fait, mais vous confondez deux réalités. Répondre aux questions et les formuler correctement. D'un auteur, on n'attend que la seconde, écrivait Anton Tchekhov à son éditeur. Si une définition du romancier me plaît, c'est celle de l'écrivain israélien Amos Oz, qui dit qu'un écrivain est comme un épicier. Tous les matins, il ouvre sa boutique et attend ses clients. J'aime cette image. Elle me semble juste. Et moi aussi, au début de l'écriture d'un roman, il me semble que je ne fais qu'attendre. Je réapprends à regarder ce qu'il y a autour de moi et que la vie quotidienne a tendance à voiler. Je me surprends à écouter avec une attention nouvelle les conversations qui se nouent autour de moi et à noter le choix de telles formules ou de tels vocabulaires. Je deviens de plus en plus attentive à ma voix intérieure. Je la laisse se déployer jusqu'à l'absurde. Et puis vient un temps où surgit le personnage. Il peut venir n'importe quand. La nuit, en plein rêve, un matin, alors que la maison est silencieuse et qu'on a bien dormi. Il peut faire son apparition au milieu de la foule ou à la sortie d'une séance de cinéma quand on est encore tout rempli de fiction et que c'est le monde qui paraît faux. Alors il faut se faire discret, silencieux, ne pas bouger. Il faut garder son calme et comme un funambule qui marche sur un fil, ne surtout pas regarder en bas. Je sais que vous aurez peut-être du mal à me croire, mais les personnages sont là, autour de moi, comme des fantômes, comme des présences. Je peux entendre leur voix me murmurer des confidences. Je peux observer leurs mains noueuses, leurs doigts qui tiennent une cigarette, leurs regards pleins d'ambition ou au contraire de mélancolie. Et je le répète, ils ne sont pas de petites créatures dociles que je pourrais me contenter de diriger à ma guise et à qui je pourrais faire dire ou faire des choses qui ne leur conviennent pas. Souvent, il m'arrive de me disputer avec un personnage. Certains sont retors, indisciplinés. Ils refusent tout simplement d'aller là où vous voulez. D'autres sont rusés et leur liberté s'impose à vous. Les lecteurs me demandent souvent si je suis triste, une fois le livre publié, de devoir abandonner mes personnages. Les abandonner? Mais les personnages ne disparaissent pas une fois le livre terminé. Ils sont là, toujours,
Et c'est comme si, au fil des années, je vivais avec une bande de fantômes, toujours plus nombreux. Ils me parlent. Parfois, je crois les reconnaître dans la rue. Je les vois, à travers une vitre, attablés à la table d'un restaurant. Et il arrive même qu'ils me consolent de mes chagrins. Je me demande à quoi sert tout ça, confiait l'écrivain Philippe Ross à des journalistes. Je fréquente surtout des gens comme moi, qui écrivent. Ils sont tous angoissés. Il faut comprendre que l'Amérique nous a marginalisés. On n'existe pas. Si un avion rempli d'écrivains s'écrasait demain, tout le monde s'en foutrait. On n'aurait pas de funérailles nationales. J'estime à 15 000 le nombre de gens qui, dans ce pays, lisent aujourd'hui des livres, des gens qui utilisent leur temps libre à lire, qui en parlent. Ils seront 7 500 dans 10 ans, 2 000 dans 25 ans. Et pour terminer, une centaine, enfouis dans les catacombes. C'est la fin. Nous sommes les derniers des écrivains. Parfois, on est découragé. On a l'impression que tous ces efforts sont inutiles, que notre sacerdoce n'a de sens que pour nous-mêmes et que nous vivons dans une époque où la littérature n'occupe plus qu'une place marginale. Il arrive que le désespoir me gagne et je fais alors le rêve de m'extraire du monde. Les catacombes, j'y descends par ma propre volonté. Je m'y enferme et j'imagine que la littérature pourrait devenir un rempart pour me protéger de la vraie vie. Elle serait une excuse à ma lâcheté, une réponse à ma terreur. Je me mets à rêver d'un livre qui ne serait jamais lu, un livre écrit pour moi-même. Parfois, au contraire, je me persuade qu'il faut remonter à la surface et reprendre le chemin de l'action, qu'on ne peut pas faire le choix de la solitude quand le monde est menacé par la terreur et l'extinction. Je me convainc que la littérature n'est qu'une cale pour supporter un monde qui ne tient plus sur ses pieds, qu'elle ne peut rien face à la brutalité du monde et que je dois choisir d'autres armes. Je nous vois, nous, les romanciers, comme les musiciens sur le Titanic, ou comme des enfants naïfs acculés dans une cour de récréation où les plus brutaux auraient pris le pouvoir et dicteraient leurs lois. Ce n'est pas un hasard si Mia, la narratrice de la trilogie que je fais apparaître dans J'emporterai le feu, souffre d'un Covid long. Elle est plongée dans une sorte de brouillard mental. Au moment où le livre commence, elle est sujette à des crises de panique. Elle traverse une crise existentielle et ne croit plus à la littérature. Mia a perdu ses repères, ses souvenirs, et pire que tout, elle se met à perdre le langage. Voici ce qu'elle écrit. Je n'ai pas amené de livre avec moi. Je ne lis plus. Je n'écris pas non plus. Cela fait des semaines que je n'ai pas ouvert mon ordinateur et ces mots, je les note sur un de mes vieux carnets. Le rouge, le bleu, le vert d'eau. Je m'accroche à eux et à l'espoir qu'ils m'aident à reconstituer le cours des événements, que je puisse procéder à une archéologie de moi-même. J'y cite des noms qui ne me disent plus rien, des événements dont je n'ai pas le moindre souvenir. Évidemment, la drogue, l'alcool n'ont pas aidé. Oui, on rit, on parle beaucoup, on danse et on fait des choses bêtes dont on a honte et c'est pour ça qu'on oublie. Pour ne pas avoir à traîner ce cortège de honte, ce lourd fardeau de mots mal dits, de gestes tristes. Est-ce que les gens qui oublient sont encore vivants ? Que devient-on quand on a perdu la mémoire ? La vie d'avant existe comme les images d'un film qui défile sans que personne ne sache de qui cette histoire est l'histoire. Les conversations sont inaudibles, ce ne sont que des brouhahs. Il y a mon corps qui plonge puis qui flotte dans l'eau glacée, mon corps que j'affame et je suis heureuse parce que je ne sens presque rien. J'ai disparu, j'ai perdu ma trace, et quand je regarde en arrière, je ne vois rien qu'une vallée de brume. On pourrait croire qu'à avoir écrit, j'ai nettoyé le ciel, classé les souvenirs, rangé le passé. On pourrait penser que j'ai éclairci mon âme. Mais c'est tout l'inverse. Je suis d'humeur à tout renier. Je me suis mise à les haïr, ces livres qui m'ont tenue à distance de la vie, de l'amour, qui m'ont emmurée dans les mots. Les livres que j'ai lus et sur lesquels mon père inscrivait ses initiales, qui sont les mêmes que les miennes. Et puis les autres, les miens, ceux que j'ai écrits. Mes livres m'écrasent, m'étouffent, ils me sont étrangers,
et parfois j'ai l'impression qu'ils sont comme des enfants inconnus, pâles et avec de grands yeux. Voilà, ce sont les tiens, me dirait-on en les poussant vers moi. Tu es leur mère et tu dois en prendre soin. Mais je voudrais les abandonner au milieu d'une forêt et courir aussi vite, aussi loin que possible. Alors qu'elle consulte un médecin pour ses troubles de la mémoire et du langage, Mia se voit conseiller, par un neurologue affectueux, de trouver sa Madeleine. Dès lors, elle retourne dans le passé. Elle fait le chemin inverse à celui qui a été parcouru. Elle cherche les petits cailloux que les générations précédentes ont laissés sur leur chemin. Elle se demande qui elle serait si les choses s'étaient passées autrement. Et si la France n'avait pas colonisé le Maroc? Et si son grand-père n'avait pas combattu en Alsace sous le drapeau français? Qu'aurions-nous perdu et qu'aurions-nous gagné si les choses s'étaient passées autrement? À toutes ces questions, elle ne trouve évidemment pas de réponse définitive. Mais elle comprend qu'elle est le produit d'une infinité d'accidents, que son identité est constituée d'abord par une forme de contingence, et elle en éprouve un vertige salvateur. L'écrivain Peter Carey a dit qu'écrire des romans historiques, c'était écrire des science-fiction du passé. Et au fond, je crois qu'on pourrait dire cela de tous les romans. Tout roman n'est que cela, désespoir, désir frustré d'un passé qui ne serait pas une chose définitivement perdue. Il reste à savoir si c'est le roman qui empêche l'homme d'oublier, ou bien si c'est l'impossibilité d'oublier qui le porte à écrire des romans, écrit le prix Nobel portugais Saramago. Et nous savons bien depuis Proust qu'un écrivain est une machine à remonter le temps. Un écrivain est un démiurge, un enfant, qui croit en la puissance magique des mots pour abolir la frontière entre ce qui n'est plus, ce qui est et ce qui sera. Mais qui sait aussi que c'est là que réside la part tragique du monde, à savoir le temps comme vecteur de mort et d'irréversible séparation. Si j'ai fait le choix d'écrire des romans qui se situaient dans le passé, je n'étais motivée ni par cette nostalgie mortifère qui semble guider beaucoup de nos gouvernants, ni par le ressentiment que d'autres cherchent également à nous insuffler. Non, j'écrivais un roman, et cette précision est absolument fondamentale. Car si je me suis documentée, si j'ai essayé de rendre le plus fidèlement possible le contexte des années 50 à Meknès ou des années 70 à Casablanca, mon roman est avant tout une œuvre d'imagination, une tentative de combler les lacunes, les trous de mémoire. Il ne s'agit pas de dire l'histoire, d'avoir un discours d'autorité sur cette époque, mais d'en raviver la mémoire, c'est-à-dire le passé vivant, le passé tel qu'il a été vécu par des individus qui sont les projections fictionnelles des membres de ma famille. En collectant les souvenirs de ces êtres ordinaires, en tentant de saisir leurs contradictions et leurs ambiguïtés, c'est une toute autre version de l'histoire qui se révèle, au sens de la révélation photographique. Une histoire faite de gris, une histoire trouble, où il est impossible de dire par avance qui sont les bons et les méchants. Une histoire dont les gens ordinaires ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, et dont ils se sentent bien souvent tenus à l'écart. La mémoire isole un événement de son contexte. Elle cherche à le tirer de l'oubli pour lui-même, et non pour l'insérer dans un récit cohérent et créateur de sens. La mémoire est de l'ordre de l'émotion, elle est affective, quand l'histoire, elle, se veut objective. La première partie de ma trilogie, qui traite du Maroc sous protectorat français, a suscité des réactions diverses. Je me souviens de lecteurs offusqués qui m'ont dit « Vous n'avez rien compris ». À la fin d'un salon en Normandie, un homme s'est avancé vers moi, et le regard dur, la bouche crispée par la colère, il m'a lancé « Mon père était colon et tout le monde l'aimait ». Une vieille dame était furieuse à cause du personnage de la petite fille, Aïcha, qui, dans la dernière page du premier tome, souhaite la mort des colons et lance ces mots « qu'ils s'en aillent, qu'ils crèvent ». La dame, sans doute encore hantée par ses propres sensations d'enfance, m'a dit « ça ne s'est pas passé comme ça, ils ne nous détestaient pas ». Et puis, il y a les mots magnifiques, pudiques, d'un homme qui fut dans les années 40 un fonctionnaire de l'administration coloniale. Je voudrais vous lire ici un petit extrait d'une lettre qu'il m'a écrite. «
C'est surtout depuis votre pays des autres, tout en tenant compte de la précision roman, que la précision roman vous a autorisé à relater les faits en toute liberté, que je regrette amèrement de n'avoir rien senti, rien pénétré de la vie des autres, si ce n'est les toutes dernières semaines de mon séjour. En réalité, aucun de ces lecteurs n'a tort ou raison, et je ne porte aucun jugement sur eux ou sur leurs réactions. Bien sûr, je pourrais leur répondre qu'il y a des données fiables, des documents historiques auxquels ils peuvent se référer. Mais ce n'est pas à cela que ces réactions font référence. Non, au contraire, la diversité de leurs sentiments vient confirmer ce que dit tout roman, à savoir l'infinie diversité de l'expérience humaine face à un même événement, à une même situation. Parce que le passé est insaisissable et que le temps fuit comme le sable entre nos doigts, nous sommes d'une certaine façon condamnés au récit. Ce que nous vivons ne peut prendre forme que par les mots. À mon humble avis, monsieur, est littérature tout ce qui n'est pas la vie, l'histoire aussi, mais l'histoire a été vie réelle, au temps où elle aurait pu encore s'appeler histoire, écrivait Saramago dans Le Siège de Lisbonne. Tout est récit. Or, tout récit comporte une part de fiction. L'idée d'une histoire vraie, au sens d'une histoire qui serait le reflet même de la réalité, est un non-sens. C'est d'ailleurs assez étourdissant quand on y pense. Toute la journée, nous avons affaire à du faux. Fausses images, fausses informations. Prenez Trump, il ment tout le temps. Nous avons quotidiennement le sentiment d'être cernés par le mensonge, et en même temps, nous demandons sans cesse à la fiction de préciser son rapport avec le réel et avec le vrai. Quand je parle de mes livres, je n'échappe jamais à ce genre de questions. Les gens veulent tout le temps savoir si c'est vrai. Or, il ne peut pas s'agir pour un romancier d'avoir un rapport autoritaire à la vérité. Un roman n'a pas à affirmer « c'est exactement comme ça que ça s'est passé ». Ce sont des questions pour un tribunal, pour un procès. Et le roman, lui, est juste là pour tenter d'ordonner le chaos, de lui donner une forme. Au fond, s'il y a une vérité, c'est dans le cœur du lecteur qu'elle se situe. Vous lisez et vous savez que c'est vrai. Même un enfant sent cette vérité quand une histoire le bouleverse. Il faut se méfier du passé. Il faut se méfier du passé plus que du futur, car le passé, lui, ne cesse de changer. Nous vivons dans un monde réactionnaire, où est réactivé un passé mythifié, et où les parts d'ombre de notre histoire commune sont évacuées, niées. Il me semble qu'écrire un roman ne consiste pas à donner son point de vue sur l'histoire, mais plutôt à montrer comment les circonstances historiques, les contingences, éclairent la condition humaine. Plus qu'un roman sur le passé, j'ai voulu que ma trilogie soit une sorte de roman sur des futurs qui ne sont pas advenus, sur l'écart entre le monde tel qu'il a été rêvé par mes personnages et ce qu'il est en réalité. Plus je l'écrivais, et plus je me disais que nous étions tous condamnés à être toujours en retard ou en avance sur notre temps, qu'en fait le plus difficile était d'être véritablement ancré dans le présent, d'être lucide et clairvoyant sur ce qui se passe autour de nous. Je n'arrêtais pas de me demander ce que mes grands-parents avaient compris de la guerre tandis qu'ils la traversaient. Qu'est-ce que mes parents ont compris de la révolution culturelle des années 60, puis de la terrible répression des années 70 ? Que comprenaient-ils de leur présent? Et comment se figuraient-ils l'avenir? Pourquoi ont-ils si souvent changé de direction, abandonné des idéaux pour en adopter d'autres totalement contraires? Oui, voilà. Je voulais comprendre comment meurent les rêves, comment la vie les corrompt et comment on perd son innocence. C'est fascinant pour moi d'interroger la façon dont, par exemple, la génération de mes parents, qui se vantait de son cosmopolitisme et de son goût pour la modernité, a à ce point sous-estimé la montée de l'islamisme dans le monde arabe et la montée de l'extrême droite en Occident. Mehdi se demanda ce que ça lui ferait de vivre dans une ville comme celle-là, de prendre le métro pour aller au travail,
de marcher dans des lieux où personne ne vous appelle mon frère ou ma sœur, de boire du vin en terrasse après être sorti du théâtre, d'embrasser sa femme sous un porche ou à l'arrière d'un taxi, de s'arrêter en rentrant chez soi dans une librairie. Il y en avait une là, et quand il entra, il découvrit qu'elle était bondée. Une femme accroupie, ses sacs de courses posés par terre, cherchait un album pour une petite fille. Un vieux monsieur qui s'appuyait sur un parapluie expliqua au libraire qu'il voulait offrir des classiques pour Noël, parce que ça fait toujours plaisir. À la caisse, une jeune femme dans un manteau beige écrivait un mot sur la première page d'un roman. Ce spectacle le rendit heureux, et il aurait pu tous les embrasser. Mehdi se fraya un chemin entre les rayons. Il avait trop chaud à présent dans son manteau et il transpirait dans ses bottines fourrées. Il avait envie de tout acheter, des romans et des essais, des livres d'histoire et même des recueils de poésie. Il s'imaginait une vie où il aurait le temps de lire tous ces livres-là. Une vie qui n'aurait pas d'autre but que de pénétrer l'âme des autres et où les voyages seraient immobiles. C'était ça le problème, se dit-il, cette impossibilité à choisir une vie, à s'y tenir, ce désir persistant d'une autre vie que la sienne. Pendant longtemps, je jugeais mes parents. Je les trouvais lâches et aveugles. Dans les années 1990, dans les facultés marocaines, les islamistes prenaient le pouvoir. La bataille idéologique était en passe d'être perdue. On s'habituait aux informations, aux mots désormais familiers d'attentats. À Paris, à Luxor, à Alger. Mes parents m'enjoignaient à la prudence, moi qui ne savais pas fermer ma bouche et qui jouais à l'adolescente rebelle. On ne m'invitait pas à défendre mes positions, à les défier. Au contraire, on me disait qu'il fallait les craindre, et donc courber l'échine, raser les murs, se taire. Que répond-on à des parents qui vous aiment et qui vous mettent en garde? Ne prends pas de risques, ne les provoque pas, protège-toi de leur violence. J'avais 15 ans, je vivais à Rabat et j'ai appris à me taire et à accepter. Accepter de se cacher pour manger pendant le ramadan et d'avoir peur que quelqu'un sente l'odeur de la nourriture sur vous. Accepter de ranger dans des sacs opaques les bouteilles de vin consommées et de rouler quelques kilomètres pour les jeter à la poubelle. Accepter d'écouter en silence le discours rageur d'un professeur de religion qui prétend que les chrétiens et les juifs n'iront jamais au paradis, et pleurer au-dedans de soi pour tous les gens qu'on aime et qui ne sont pas musulmans et qui seront bannis du paradis. Accepter de se faire insulter par un douanier parce qu'on a dans notre valise, en pleines vacances de fin d'année, ce qu'il a identifié comme des cadeaux de Noël. Accepter de se faire traiter de traînée et de mécréante sur la plage où on a joué enfant, parce que notre corps, à présent, est une offense à Dieu. On accepte et on vit, à la fois dans la peur et dans la honte de notre lâcheté, de nos renoncements dont ils se sont repus et qui les fait grandir, la honte de ne pas mieux défendre l'islam de mon grand-père, qui est au paradis avec sa femme chrétienne. 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Voilà ce qu'on ressent. On se sent laid et petit. Pour se rassurer, on se dit que c'est nous qui avons raison, qu'on sait où se situent les frontières du bien et du mal, de la raison et de la barbarie. Et peu importe si on n'ose pas les défendre à voix haute. Il faut sauver notre peau. Et puis, je suis arrivée à l'âge où mes propres rêves s'éloignent. L'âge où j'ai moi-même des enfants, auxquels j'apprends à être prudent. L'âge où j'ai déjà renoncé à prendre quelques chemins et où j'ai le sentiment de ne plus reconnaître ce qui m'entoure, de ne plus comprendre comment le monde fonctionne. Il me semble que tout ce que j'ai appris est dépassé et que je suis, comme mes enfants aiment à me le dire, totalement ringarde. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé une amie avec qui j'étudiais à Sciences Po il y a 20 ans. Nous avons évoqué ces années-là et nous n'avons pas pu nous empêcher de constater à quel point la vision que nous avions alors de notre avenir allait se révéler erronée. À l'époque, nos professeurs nous enseignaient Fukuyama et sa théorie de la fin de l'histoire. Dans une vision très hegelienne, on nous expliquait que la raison avait vaincu et que la marche vers le progrès et la démocratie était certaine. Nous étions à la fin des années 90. Le mur de Berlin était tombé. Les grandes idéologies organisatrices étaient mortes. Les rêves communistes de nos parents, les lendemains qui chantent, avaient vécu. Les dictatures tomberaient une à une, comme des dominos,
et la démocratie libérale vaincrait. Nous étions destinés à vivre heureux dans un village planétaire, où les frontières seraient abolies et où les innovations technologiques feraient de nous des humains augmentés. C'était l'époque où on s'extasiait de Schengen, d'Erasmus, de la libéralisation qui nous donnait accès à tout. Les progrès de la science nous permettraient de venir à bout des maladies. Il n'y aurait bientôt plus ni de misère ni de guerre. Nous avions chevillé au corps la conviction qu'il fallait défendre le devoir de mémoire, les services publics, l'idée que faire société, c'était s'éloigner de la loi du plus fort. Ma génération a peut-être péché par excès d'optimisme ou par passivité. Nous avons eu le tort de penser que le futur s'écrivait tout seul, à la lumière de la raison, et qu'il suffisait de nous laisser aller au plaisir de vivre et de consommer. Nous avons désappris à inventer l'avenir et nous nous heurtons à notre propre vacuité projective. En un mot, nous avons manqué d'imagination. Mais comment aurions-nous pu prévoir l'émergence d'un monde où la rationalité est moquée, la science dévalorisée, où l'idée même de fournir un effort pour saisir la complexité du monde semble dépassée? Comment aurions-nous pu imaginer qu'en 2025, plus de 6000 livres seraient bannis aux États-Unis des bibliothèques scolaires et municipales? Les rayons des bibliothèques se vident. Un pasteur du Tennessee a brûlé en public des exemplaires d'Harry Potter sans que cela ne soulève de mouvements de contestation. Les œuvres de Steinbeck, de Toni Morrison, de James Baldwin, ou encore le classique Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee ont été retirés. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu accès à une telle étendue de savoir. En même temps, nos compétences pour en saisir la complexité ne cessent, elles aussi, de s'amoindrir. Aujourd'hui, en Suède, un quart des jeunes de 15 ans ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en écriture. Aux États-Unis, un programme d'évaluation des progrès dans le système éducatif montre que 70% des élèves de 4e se situent sous le niveau de lecture courante en anglais. On entend certains s'extasier que demain des robots écrivent à notre place notre courrier et pourquoi pas les livres que nous lisons ou les films que nous voyons. Est-ce que je suis complètement ringarde d'y voir une folie? Moi qui viens d'un monde où l'art tire sa valeur de l'humanité qui s'en dégage, où ce qui compte, c'est, selon les mots de Dostoïevski, d'être homme parmi les hommes et le rester à jamais dans tous les malheurs possibles, ne pas perdre espoir et courage, voilà où est la vie. Régulièrement, je vais en prison pour parler de littérature avec les détenus. Certaines personnes trouvent ça indécent, ridicule, inutile. On m'a dit « vous ne pouvez rien pour eux » ou « la prison est là pour punir, pas pour offrir des distractions ». Dire ça, c'est oublier que derrière les murs de la détention vivent non pas des monstres, étrangers à notre humanité, mais des hommes et des femmes qui devront un jour retrouver le chemin de la société. Un détenu m'a dit « En prison, j'ai vu disparaître le langage. De semaine en mois, puis en années, ce sont toujours les mêmes mots, pour dire un quotidien où il ne se passe rien. Les mots de la télévision aussi, répétés sans être compris. Et ce rétrécissement du langage vient ajouter à la brutalité, à la solitude, à l'absence de possible. Il vient comme redoubler la douleur de l'enfermement. Si la littérature l'a sauvé, ce n'est pas parce qu'elle lui offrait une évasion ou un divertissement, mais parce que, tel Robinson sur son île, il craignait, en perdant les mots, de perdre son humanité. Il avait peur d'oublier que le monde peut être décrit d'une manière riche et complexe, qu'il faut, pour dire l'étrange aventure de vivre, des mots qui vibrent, qui doutent, qui aiment. Peur d'oublier que le langage peut déchirer le réel et ouvrir des horizons de possibles, des complicités silencieuses avec des étrangers imaginaires. Ne sommes-nous pas nombreux à ressentir au milieu du brouhaha informe qui nous oppresse cette même inquiétude? Nous nous trouvons cernés par des médecins de Molière qui se payent de mots et prétendent nommer le mal quand ils n'ont rien à offrir pour apaiser nos doutes et notre peur de l'avenir. Nous nous laissons envahir par ces petites phrases qui ne veulent rien dire,
langage sans saveur, sans chair, sans histoire, qui nous donne l'illusion de penser par nous-mêmes, mais nous asservit au lieu d'éclairer le réel. Nous, foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle. Non, j'en suis convaincue. La langue des poètes n'est pas un refuge pour déçus ou rêveurs. Elle est une arme, une lame tranchante qui dessine un chemin pour la liberté, qui tourne en ridicule la force et le mensonge, qui préfère l'ironie à la vanité et le vertige aux certitudes. Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas, disait la grande avocate Gisèle Halimi. Et il faut s'inquiéter de voir les mots être détournés, manipulés, vidés de leur sens. On a parfois l'impression qu'à force d'éléments de langage et de formules de communicants, les mots ne veulent plus rien dire. Pour Hannah Arendt, ce qui importe face à une crise, c'est de ne pas répondre par des idées toutes faites. Or, l'usage du langage nous donne à la fois le sentiment d'une grande confusion et d'une absence de complexité. On assène des concepts fourre-tout dont on a gommé la polysémie. Mais de quoi parle-t-on? S'entend-on sur ce dont on parle? Il ne faut pas se laisser abrutir. C'est notre devoir et notre liberté de continuer à interroger et à nommer le monde. Peut-être qu'il vient de là, ce sentiment de détresse, de la façon dont le langage devient brutal, déshumanisant. Face au monde qui se défait, nos mots paraissent indigents. À ceux qui parlent des gens qui ne sont rien, ou des pays de merde, la littérature peut-elle encore nous ramener vers l'autre? Notons d'ailleurs que les livres qui ont été bannis des bibliothèques publiques américaines le sont précisément parce qu'elles racontent l'histoire de corps oubliés, brimés, discriminés. C'est ce que ce pouvoir conservateur reproche à Toni Morrison ou à James Baldwin. Ces voix, on ne veut plus les entendre, comme on ne veut pas entendre la voix de celui qui ne pense pas comme nous. On refuse de le regarder dans les yeux, de le comprendre et de faire la différence entre comprendre et excuser. Peut-on, par exemple, se mettre à la place d'un terroriste? A-t-on le droit d'investir la psyché de notre ennemi? Les régimes les plus durs s'y opposent. On insulte l'écrivain israélien qui tente de se mettre dans la peau d'un Palestinien. On se méfie de la Palestinienne qui raconte les Israéliens. On incarcère une Turque qui a le malheur de s'intéresser aux Kurdes. Écoutons ce que raconte l'écrivain israélien Dror Mishani dans son très beau livre « Ras du sol » et où il s'adresse à lui-même. Le texte que tu as écrit sur la rencontre avec un otage qui se serait enfui pour un soir de Gaza a été publié dans un recueil qui a été très mal accueilli. La plupart des critiques nous ont conseillé de simplement nous taire. Les écrivains doivent aussi se taire. Ici, s'intéresser à l'histoire de l'autre camp nous est interdit. Pourrais-je essayer d'écrire sur les policiers qui ont été assassinés dans le commissariat de Sderot, mais aussi sur les membres du Hamas qui sont morts en le prenant d'assaut? Bien sûr que non. On me répondrait, comment peut-on comparer? Après la tuerie perpétrée par Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse, quand le monde des livres a demandé à l'écrivain Salim Bachi de se mettre dans sa tête et d'écrire un texte de fiction, celui-ci a provoqué des réactions très vives. Indécent, disaient certains, inopportun, immonde, scandaleux, une faute morale, se sont écriés lecteurs anonymes et intellectuels. Quelques jours après le carnage de Charlie Hebdo, on m'a proposé le même exercice et je m'y suis essayée, avec sincérité, avec une véritable envie de comprendre ce qui s'était délité dans l'esprit de ces jeunes assassins. Je n'ai pas réussi, sans doute parce que j'étais encore trop bousculée, dévastée par l'événement, mais certainement pas parce que je considérais que c'était immoral. Et j'ai lu, avec beaucoup d'admiration et d'intérêt, le texte qu'Emmanuel Carrère a consacré au procès des terroristes du Bataclan et où il s'autorise à réfléchir à ce qui a traversé l'esprit des assaillants. La littérature
est le seul art capable de nous immerger à ce point dans une conscience, de voir la vie de l'intérieur. Et ainsi, elle nous révèle que les gens ne sont jamais tout à fait ce qu'on croit qu'ils sont. La littérature, c'est le lieu de l'intime, des identités subjectives, insaisissables, construites à partir d'une infinité d'émotions et d'expériences. Au fond, la littérature est sœur du silence, et on pourrait même formuler un paradoxe. Elle est l'art du non-dit par excellence, tant il est vrai qu'elle donne forme aux questions que nous nous posons sans oser les formuler à haute voix. Elle ne délivre pas de message, pas de mode d'emploi. Elle est allergique au dogmatisme et aux opinions, et malgré ça, ou grâce à ça peut-être, nous avons l'impression qu'elle nous aide à vivre. J'ai toujours été fascinée par la question des points de vue, par la façon absolument singulière dont chacun regarde le monde, et j'aimais quand je lisais ce vertige auquel le roman me donnait accès. Par le roman, j'avais la conscience aiguë de la solitude de chaque être et de la vanité des certitudes et des allégations définitives. Dans J'emporterai le feu, un des personnages affirme « C'est d'abord dans les livres que j'ai aimé les gens ». C'est une phrase que j'aurais pu dire, tant il est vrai que c'est dans les romans que j'ai eu pour la première fois l'impression que mon amour pour l'altérité avait du temps pour lui-même, que je pouvais préférer l'attention à l'autre à la constante affirmation de moi-même. Je me souvenais qu'on est soi, mais comme par accident, qu'on pouvait être un autre, ou plutôt que nous sommes toujours déjà un autre. La littérature m'a offert des identités de substitution, belles et fastueuses. Enfant, lorsque je dévorais des romans de Tolstoï, de Jack London ou de Pearl Buck, je faisais l'expérience de l'universalité qui est au cœur de la littérature. Dans ma chambre, à Rabat, j'ai été russe, chinoise, américaine. J'ai partagé des émotions avec des personnages dont l'identité m'était pourtant tout à fait étrangère. La littérature a ceci de merveilleux, qu'elle permet de ressentir ce que dans le quotidien de nos vies nous avons tristement tendance à oublier, à savoir notre appartenance à la communauté des hommes. Grâce au roman, nous éprouvons avec la même intensité la passion d'une âme russe, le désarroi d'un baleinier américain ou la mélancolie d'un général colombien. L'art, écrivait Albert Camus, n'est pas une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Celui qui a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend qu'il ne nourrira son art qu'en avouant sa ressemblance avec tous. Je me suis construite, comme le dit Mandelstam, une terre de mots. Mon pays, je l'invente et je l'enferme dans les romans comme dans une boule de verre que je pourrais remuer. Et il y aurait le vent, et il y aurait la neige, et des jours d'été où l'air serait si chaud qu'on ne pourrait rien faire. Je rêve à un pays qui ne m'appartient pas. Je suis comme ces femmes qui font tapisserie au bal et je reste assise sur ma chaise à regarder les autres danser, à m'enivrer du spectacle, et je le jure, oui, je raconterai. Peut-être que c'est la seule chose qu'on peut faire, d'écrire. Il y a quelques années, j'ai été invitée par le PEN America à une conférence exceptionnelle qui réunissait une cinquantaine d'écrivains. La guerre en Ukraine venait d'éclater et ensemble, nous devions répondre à cette impossible question : que peut la littérature face au délitement du monde ? Pendant toute une matinée, les romanciers se sont succédé. Ils ont donné des réponses dont aucune ne me satisfaisait vraiment. Je trouvais tout cela vain, absurde. Et puis je me suis souvenue d'un poème d'Anna Akhmatova, dans Requiem. Son fils est incarcéré dans une prison de Leningrad et elle va lui rendre visite. Alors qu'elle attend devant le bâtiment, une femme aux paupières bleues, la reconnaît. Elle s'approche d'elle et lui demande « Et ça, tu peux le décrire ?» Et la poétesse répond « Oui, je le peux. » Je ne sais pas où nous allons, mais je m'interdis d'être paralysée par la peur. Nous ne devons pas renoncer à nous battre, aussi sombre que l'avenir paraisse. Je sais, on se moque souvent des optimistes béats qu'on accuse d'être naïfs, déconnectés, bourgeois. Les récits négatifs dominent et les récits positifs sont accusés d'être trop éloignés de la réalité.
Mais j'ai toujours pensé, moi, que l'optimisme était un pari, au sens pascalien du terme. Il faut faire confiance au futur, toujours réfractaire à ce que l'on pourrait en affirmer, insusceptible d'être défini, sans contenu ni substance. Je ne sais pas où nous allons, car je ne suis pas un prophète ou une diseuse de bonne aventure. Et je me méfie de tous ceux qui prétendent savoir de quoi l'avenir sera fait. Il y a quelques jours, alors qu'elle terminait un énième dessin animé qui se finissait par un mariage heureux, ma fille m'a demandé « Maman, est-ce que ça existe, les films qui se terminent mal? J'en ai marre de toujours deviner la fin. » Ça m'a fait sourire et j'ai alors pensé à cette phrase de Nietzsche « J'aime l'incertitude touchant à l'avenir. » L'avenir est incertain et c'est pour ça qu'il est un cadeau. Nous sommes libres chaque jour de l'écrire. Nous ne sommes pas condamnés à subir un destin qui s'imposerait à nous. Nous devons apprendre à accueillir l'inattendu, à naviguer dans l'incertitude. Et comme Ulysse dans la mer Égée, nous avons besoin d'être rusés et éveillés. Demain, nous serons confrontés à des problèmes que nous n'avions pas imaginés et pour lesquels nous devrons inventer des solutions. Et pour terminer, je voudrais vous raconter un souvenir qui m'est revenu d'un passeport, du premier passeport que ma mère nous a fait faire lorsque j'avais 10 ans, pour ma sœur et pour moi. Ma sœur, qui s'appelle Hind, a 1 an de moins que moi. Et un jour, ma mère est rentrée à la maison avec les précieux documents. Je me souviens très bien de ce premier passeport, un document qui, au Maroc, surtout à cette époque, était très difficile à obtenir. Je me souviens de la couverture verte, du fait qu'il s'ouvrait de gauche à droite et qu'il pouvait se lire en arabe et en français. Ce document disait qui j'étais. Il me donnait un statut, une identité et la possibilité de me déplacer. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ouvris. D'abord, le passeport mentionnait ma taille et d'après le document, je mesurais 1,10 m. Quand l'employé de la préfecture avait demandé à ma mère quelle était ma taille, elle avait haussé les épaules, elle n'en avait aucune idée, et elle avait répondu nonchalamment que je devais mesurer dans les 1,10 m, et ma sœur 1,08 m. À 10 ans, j'étais bien petite, plus petite que ne l'est un enfant de 4 ans. Mais ce n'était pas le plus surprenant. Il figurait bien mon nom, Slimani, mon prénom, Leïla, ma date de naissance était correcte, mais à la place de ma photographie apparaissait celle de ma sœur. Et dans le passeport de ma sœur, il y avait ma photo. Pendant les années qui ont suivi, nous avons donc dû nous prêter à un exercice étrange à chaque fois que nous passions une frontière. Il fallait se concentrer et s'empêcher de rire quand l'une tendait le passeport de l'autre à un policier. Pendant quelques minutes, j'étais Hind et ma sœur était Leïla. Si j'ai repensé à cet épisode, c'est parce que je m'interrogeais sur cette question de l'identité. Au fond, qui nous dit ce que nous sommes ? Qui en décide ? Existe-t-il quelque part un document fiable sur lequel on pourrait se reposer en permettant d'affirmer de manière certaine « elle est ceci ou cela ». C'est comme si ce passeport plein d'anomalies était un signe que déjà m'adressait le destin, me disant que je pouvais être quelqu'un d'autre. Ce passeport me révélait une vérité, c'est qu'on ne saurait jamais qui j'étais et que ce seraient souvent les autres qui décideraient pour moi, comme ma mère avait décidé que je mesurais 1,10 m. Ou plutôt que j'étais toujours à côté de moi, ou déjà une autre, que j'étais ma sœur et qu'elle était moi, que j'aurais pu être quelqu'un d'autre, naître ailleurs, plus tôt ou plus tard, en un mot, que je deviendrais écrivain. Merci beaucoup.